Peu importe qui nous ne sommes jugés que par nos actes. Explique-nous ça. Ouais, bah, c'est une petite phrase que je me répète régulièrement parce que on a beau être en interview, on a beau être parfois le meilleur sur la scène française, Ouais. il n'y a que les résultats à la fin qui vont compter au final. Je m'entraîne tous les jours, je m'entraîne dur, on fait des sacrifices, on fait des choix. Et au final, j'ai beau essayer de faire au mieux, ce qui va rester, c'est mes performances. Et c'est pourquoi aussi je travaille tous les jours. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Citizen Cast, les coulisses du sport. Aujourd'hui, on reçoit Johan Peter, il n'y a pas de S, Non, il n'y a pas de Peter, S, toujours pas. membre de l'équipe de France d'escrime fauteuil et qui va nous représenter pour les prochains Jeux Olympiques. C'est exactement ça. Je rappelle un peu ton palmarès, 2 fois champion du monde. Alors non, malheureusement, j'aurais aimé. Ouais, J'aurais aimé. Non, je suis vice-champion du monde par équipe en 2019, ouais, notamment. Je ouais, suis vice-champion d'Europe en individuel en 2023. ok. Et je suis troisième au championnat d'Europe à Paris en 2024, En individuel. en individuel. Et par équipe? Et par équipe, alors j'ai différentes médailles aussi. On a fait troisième au championnat du monde en 2023, on a fait deuxième au championnat du monde en 2019, C'est ce que deuxième au j'avais, championnat ouais. d'Europe 2018. Voilà, on a une belle équipe de France. Ok. Et comment ça va? Très très bien. Très très bien. On Ouais, vient de finir tout juste la qualification pour les Jeux paralympiques avec une dernière épreuve qui avait lieu à Sao Paulo au Brésil. ok. Et on va se retrouver maintenant à préparer les Jeux, Ouais, qui vont arriver très vite, même si c'est encore dans 3 mois. ouais. Donc on a tout un planning d'entraînement, toute une partie à faire pour pouvoir être prêt le jour J, puisque comme au judo valide ou handi, notre compétition, c'est sur une journée. Ok. Donc il faut être bon, il faut être réveillé, il faut être opérationnel sur une journée. On ne peut pas commencer un match et se dire bah, aujourd'hui je suis pas très bien, Ouais. l'adversaire il est pas forcément non plus très très fort, je vais pouvoir gérer Mm. et dans 2 jours je recombats. Ben non, là on va avoir Ça toute la s'enchaîne. compétition de 9h à 22h, puisqu'on a eu à peu près les horaires, ça sera à peu près ça du début jusqu'à la Ok. finale. Et la pression commence à monter? Alors étonnamment non, mais comme pour les Jeux de Tokyo, la pression elle monte pas aussitôt. Comme je l'ai dit, on est à 3 mois des épreuves, et si on avait une pression importante déjà là, ça serait un enfer, on arriverait épuisé psychologiquement pendant les épreuves des Jeux. Là non, je pense que beaucoup d'athlètes aussi, et moi en particulier, on se concentre sur notre programmation. Mm. Voilà, on ne se rend pas compte, mais peut-être de l'extérieur, mais tout est rythmé. On fait attention à notre sommeil, on fait attention à nos entraînements. On a toute une programmation avec les entraîneurs qui est faite, que ce soit sur la prépa physique, sur l'entraînement spécifique avec l'escrime, sur des stages, etc. Ouais. Et donc on a toute cette vision à moyen terme qui nous permet d'avoir, oui, les jeux en ligne de mire, parce que c'est l'objectif final, Ne pas être mais pour focus l'instant sur. on est concentré sur Ouais. comment bien s'entraîner. Chaque séance, on la vit un peu comme sa dernière. Ouais. Voilà. Et le volume d'entraînement en plus va encore plus augmenter parce qu'on va être de plus en plus en stage. Ok. On va recommencer par le début. Parle-nous un peu de ton enfance et de ta vie sportive quand tu étais jeune. Alors, donc, quand j'étais jeune, j'étais valide. Ouais. Je suis arrivé dans le monde du handicap à 25 ans. J'ai eu une vie tout à fait normale. Ouais. J'ai vécu dans une banlieue parisienne, dans le sud de Paris, en Île-de-France. J'ai pratiqué du sport très très tôt, très jeune, parce Ouais. que mes parents avaient une vraie culture sportive. Ok. Et donc j'ai pratiqué très tôt et des sports complètement différents. J'ai commencé par l'équitation, la motocross. Ah, Voilà, ça a été sympa. très éclectique. Alors bien sûr, j'ai fait des sports dits communs, hein, le football, etc. Ouais. Mais voilà, j'ai eu une pratique très diversifiée. J'ai toujours aimé le sport, mais j'avais pas de volonté de faire de carrière de haut niveau. Et arrivé en 2014, quand j'ai eu cet accident de la vie, en fauteuil, je me suis mis, pareil, pas dans l'optique de faire du sport de haut niveau. J'ai repris un travail, etc. Et puis, j'ai découvert l'escrime en mars 2016. Et Ouais. ça a été une rencontre d'amour entre moi et l'escrime. Alors, je ne sais pas si l'escrime même, mais en tout cas, moi, j'ai aimé l'escrime. Ouais. Et c'est créé le pari du haut niveau parce que une motivation supplémentaire. Je ne pourrais pas l'expliquer, il y avait cette envie Ouais. supplémentaire. Alors, j'ai toujours aimé la compétition, hein. Je faisais du sport plus jeune que pour la compète. Ça m'intéresse, je suis comme ça. C'est la Ça question que j'allais te poser ça ne m'intéresse absolument pas de faire du sport. pour le loisir. Alors, oui et non, parce que dans le loisir, je compte aussi les compétitions régionales, etc. Ouais. Mais juste du sport pour la pratique, ça ne m'a jamais intéressé.
compétition tout de suite. Ouais, c'est pour toute l'année. Si Ok. tu vois, si c'est des activités comme ça avec les copains, tu fais n'importe quelle activité, je m'éclate, c'est super. Mais s'il faut y aller 2 à 3 fois par semaine minimum et juste faire ta compète départementale, c'est la base. Ok. Et d'ailleurs, tu as eu des résultats quand tu étais jeune? Ouais, j'ai fait du volley notamment Ouais. sur ma fin de carrière avant valide. Ouais. Ma fin de carrière valide, Ouais. j'ai fait ouais, 8-9 ans de volley et j'avais un bon niveau régional. Voilà, mais Ok. j'étais pas en international, loin de là, ou en national. D'accord. Et donc, tu en as parlé. Donc, la vie suit son cours. Et en 2014, à la suite d'une opération, tu deviens tétraplégique. Alors, je suis pas tétraplégique, je suis paraplégique. Paraplégique, pardon. Paraplégique, oui, puisque j'ai perdu l'usage donc, de mes jambes. Des jambes. La tétraplégie, c'est quand on perd l'usage des 4 membres. La paraplégie, voilà, j'ai perdu l'usage de mes jambes en 2014 suite à une maladie qui a nécessité une grosse opération. Et une des conséquences de cette opération, c'était la perte de l'utilisation de ses jambes. Oui, la vie continue, et puis j'ai toujours eu ça comme moteur, et je pense que c'est aussi les valeurs que m'ont transmises le sport. Dans le sport, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence de la personne qu'on a en face. Peu importe les vraies différences, parce au final, on est tous différents l'un de l'autre. Ouais. Mais voilà. Et donc, j'ai eu aussi des valeurs de travail par mes parents et pas trop se poser de questions, dans le bon sens du terme. C'est important de se questionner dans la vie, Ouais. mais voilà, de ne pas surréfléchir à des situations. Voilà, je suis en fauteuil, c'est comme ça, je ne ferai pas autrement, je ne vais pas inventer le remède pour la remarche, c'est pas mon rôle. Et donc voilà, je suis parti du principe où bah, je suis en fauteuil et il faut faire sa vie en fauteuil. Et aujourd'hui, on a la chance aussi qu'on n'est plus dans les années 80. On a des suivis médicaux, on a des technologies, des fauteuils. Ouais. Moi, mon fauteuil actuellement pèse moins de 10 kilos. Ok. En 1990, le paraplégique avait un fauteuil de 20-25 kilos. Voilà, donc c'était Ouais. pas la même vie. Ouais. Je vois aussi ça et c'est pour ça que j'ai avancé très vite. J'ai repris le travail un mois après ma sortie de centre de rééducation Ouais. et je suis arrivé sportif de haut niveau en 2018. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 25 ans. Au moment de Au l'accident? moment, ouais. Pas de l'accident, mais Bah, c'est l'accident de la vie, on peut voilà, l'utiliser comme ça. exactement, ouais. Ouais, ouais. Et comment t'as réagi quand t'as appris ça? Alors, Tu savais que ça allait être cette conséquence ou ouais, en fait, on a fini par te on le a dire? appelé le SAMU parce que j'ai fait une dissection aortique. Alors, je suis désolé, c'est parfois un petit peu compliqué. On a l'aorte, qui est l'artère principale du corps, Ouais. qui relie le cœur à tous les autres organes. Ouais. D'accord? C'est ce qui permet d'irriguer en sang riche en oxygène tout le corps. Et cette aorte, c'est disséqué. En fait, c'est Ok. comme un tuyau de jardin, sauf qu'il y a 3 couches qui entourent cette aorte. Et il y a 2 couches sur 3 qui sont disséquées. Donc, c'était une urgence vitale. Moi, j'ai eu une douleur atroce. Donc j'ai dû appeler le SAMU, je ne pouvais plus marcher. Enfin, c'est pas à ce moment-là où j'ai perdu l'usage de mes jambes, hein, mais tellement la douleur était importante, j'ai fait un malaise vagal, etc. Et j'étais infirmier en réanimation à cette époque. Et donc je savais Tu sais- ce qui m'était arrivé. Et quand on a vu l'image du scanner, on a compris T'as la compris. gravité Ouais. de cette urgence. Et donc j'ai été très content en fait de rouvrir les yeux en réanimation, parce que là pour le coup je passais du soignant au soigné. Ouais. Voilà. Et j'ai été en fait tellement content d'ouvrir les yeux, parce que le premier risque et la plus grande chance de cette opération, C'est c'était de de pas se mourir. réveiller. Ouais. Voilà. Et donc en fait, j'ai vécu tout le reste en fait comme une préparation. Et au final, je m'en suis rendu compte après, mais je l'ai vécu comme une préparation sportive. Mm. Parce qu'effectivement, je me suis réveillé, j'étais tétraplégique. Et donc, j'arrivais pas. Le premier exercice de la kiné, c'était à cette distance-là, attraper une bouteille d'eau de 500 millilitres. Ça, Et t'y je ne arrivais pas pouvais pas le encore. faire. Ouais. Et en fait, j'ai pris toute cette rééducation sur un planning d'entraînement. On savait que j'allais pas remarcher, c'était acté. Par contre, il y avait une chance que je récupère l'usage de mes mains, ce que mon corps a réussi à faire. Moi, j'ai pas fait grand-chose, hein. La kiné n'est fait que pour accélérer ce La processus, mais récupération, ne ouais. crée absolument rien, hein. Voilà. Et donc, je l'ai vraiment vécu comme une préparation. Et émotionnellement, comment on le vit? Je te dis, c'est un peu ambigu dans ma situation, parce que il y avait à la fois la joie d'être là, et puis après, bah oui, il y a des moments difficiles, obligatoirement. Je mesure 2,02 m et à cette époque, en sortie de réanimation, je pesais 55 kilos. Ouais. Voilà, donc oui, le premier regard dans le miroir, quand on te voit à 55 kilos, bah, tu te rappelles les cours d'histoire et tu vois des photos dramatiques de personnes qui ont été amaigries dans l'histoire, Mm. dans des heures funestes, on va pas en reparler, mais voilà, et ton corps ressemble à ça. Ouais. Parce que bah, 2 m 55 kilos, c'est, pour le coup, tu n'as que la peau sur les os.
Ok. Déjà que je suis pas très gros. Ouais. Alors en plus là c'était, mais là, voilà, par exemple là je suis un poids de forme sans le poids des jambes, hein, puisque j'ai plus de muscles dans les jambes. Je suis à 80 kilos à peu près. Ouais. Donc en poids valide, je serais à 90 à peu près, Ouais. 90-95 kilos. Voilà, pour 2 mètres, c'est pas mal, c'est correct. Mm. 55 kilos, ça fait maigre. Et t'as pas sombré dans la dépression? Non, non, non. J'ai Tu t'es remotivé tout de Oui, suite ben alors et... j'ai été très entouré par ma famille. Ma famille est pour moi, et on en reparlera peut-être aussi après pour le sport, mais c'est quelque chose d'important. C'est là où je me ressource, c'est là où je me sens bien. Euh, et donc en fait, au début, je pense même, je peux dire que j'ai vécu pour ma famille. Ok. Je voulais pas les laisser en fait. Ouais. Pas pour moi, mais pour eux. Et donc c'est ce qui m'a permis aussi de passer les étapes, de me battre et d'avancer. Et au final, prendre étape par étape et d'avancer dans la vie. Et justement, est-ce que tu as des conseils pour des personnes à qui ça arriverait? Alors des conseils, non, je pense que c'est intéressant aussi voilà, de partager parce que je veux pas chaque situation est aussi très Ouais. différente et je veux pas être là en disant moi je l'ai fait, vous pouvez le faire, c'est pas ce que je veux dire parce qu'il y a des situations qui sont parfois très compliquées, encore Ouais. plus compliquées. Voilà. Euh, je pense que ce qui est important comme valeur, c'est de continuer à avancer. Quoi qu'il arrive, il y a des solutions. Mm. Après, chacun jugera la qualité de ces solutions, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on a des solutions techniques, on a des solutions technologiques. Euh, il y a peu de handicaps où au final on se retrouve. Alors il y en a, mais il y a peu de handicaps où on se retrouve à 100% dépendant Ouais. aujourd'hui. Voilà, même on voit des tétraplégiques complets qui arrivent à se mobiliser, qui arrivent à se déplacer en fauteuil électrique, qui peuvent voyager. Voilà, il y a énormément de choses qui sont possibles aujourd'hui et je pense qu'il faut s'accrocher à ça et puis avancer. Ok. Et donc, à la suite de ça, tu t'arrêtes d'être infirmier ou tu continues à être infirmier? Alors en fait, à la suite de ça, je continue d'être infirmier. Je suis employé en tant qu'infirmier coordinateur. Ok. Et l'ironie, c'est que je m'occupe du retour à domicile des patients qui sortent de centres de rééducation et donc qui sont des nouveaux patients et des nouvelles personnes en situation de handicap. Ok. Et je travaille comme ça et c'est par ce biais-là que je découvre l'escrime en fait. Parce que Ouais. j'organise pour un de mes centres de rééducation une activité qui sort de l'ordinaire. Et donc j'ai cherché plein de vidéos, plein de sports. Et j'ai trouvé sur YouTube une vidéo de sport de combat, l'escrime. Et c'est comme ça que tu... Et c'est comme ça que j'ai appelé le club de Bailly-Romainvilliers où je suis encore licencié actuellement. Ok. Le maître d'armes qui est aujourd'hui mon maître d'armes dans l'équipe de France, Serge Prudhomme. Et ils viennent faire l'initiation, mais ils me disent Yann, par contre, on fait, mais t'essayes. Ok. J'ai essayé, je suis pas reparti. Et donc en 2019, j'abandonne mes fonctions en tant qu'infirmier coordinateur, Ok. puisque le staff de l'équipe de France me dit bah voilà, il y a les Jeux de Tokyo, il va falloir choisir entre l'escrime ou le travail. Bah, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je m'entraîne 30 à 35 heures par semaine Ok. en sport, Ouais. et c'est impossible de travailler à temps complet Forcément. l'escrime et un métier quel qu'il soit. Et à quel moment, justement, tu as réalisé que tu pouvais faire une carrière à haut niveau et qu'il fallait que tu arrêtes? Bah, dès C'est 2018, quoi qui a été le déclic? le déclic, c'est les Jeux de Tokyo. Ok. Alors avant, en 2019, on ne savait pas qu'ils allaient être reportés en 2021. Oui. Mais c'est les Jeux de Tokyo parce que une qualification pour les Jeux chez nous, là on a fait 18 mois de qualification. C'est long, c'est fatigant, beaucoup de déplacements, beaucoup plus de pression au final que pour l'instant pour les Jeux. Et travailler et tout faire en même temps, c'était le meilleur moyen de rater les deux. Ouais. Et donc il a fallu faire un choix. Et on s'est dit, parce que ça a été un choix de famille aussi avec mon épouse, Forcément. et on s'est dit, on va tenter cette expérience. Et comment tu as été introduit au programme on dit para-athlète? Tu préfères para-athlète ou... J'ai aucune préférence. Ok. Comment Vraiment tu as aucune. été... Ça veut dire que tu as tout de suite eu des résultats en compétition? Alors en fait, j'avais déjà des résultats en compétition à ce moment-là, Ok. puisque j'ai commencé les circuits internationaux en 2018, en janvier 2018. Ok. Voilà. Là, à Et ce moment-là, ça fait combien de temps que tu fais de l'escrime? 1 an et demi. Ok. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, je me retrouve à avoir des résultats en 2018, à être qualifié en équipe de France en septembre 2018, donc 9 mois après, et on fait vice-champion d'Europe par équipe. Donc, ça s'enchaîne. Et donc, à partir de là, en fait, tout s'est enchaîné. Ok. Et du coup, ensuite, le Covid, Ouais. les jeux sont décalés. Bah, alors, le Covid, annonce du blocage, annonce de la suspension des Jeux, mais à ce moment-là, c'est un mur qui s'écroule sur la tête de tous les athlètes, hein. Oui, vous étiez tous préparés. Et puis c'est mars-avril. Ouais, La qualification à ce moment-là était quasi terminée. Il restait qu'une épreuve. ouais.
Euh, et donc, c'est pas un monde qui s'écroule parce que c'est qu'une carrière sportive et on va aussi relativiser. Mais dans ton projet, quand tu n'as que ça en deadline, où toi, ta programmation de ta vie s'arrête, pas ta vie réelle, hein, mais Oui, ta vie sportive s'arrête sportive. en septembre 2020 parce que c'est ton échéance depuis 3 ans et que tu n'as qu'une envie, c'est ça. Ouais. Bah voilà, c'est difficile et ça a été difficile pour beaucoup de sportifs. Moi, je sais que j'ai fait un petit syndrome dépressif. Alors, ce que j'ai pas fait quand j'ai perdu l'usage de mes Ouais, jambes, mais ce que j'ai fait pour la pendant compétition, le ouais. confinement. Ouais. Ouais, pendant le confinement, parce que tu t'es préparé, tu as fait des choix. En plus, je venais de démissionner. Enfin, il y a tous ces choix qui se mettent d'un coup. On se dit, Ouais. ah Est-ce que ouais, c'était la bonne décision? ouais. Et puis, tu te retrouves bloqué. Et puis là, on peut pas dire, bah non, on va faire quand même. Enfin, non, là, voilà, ça s'arrêtait. Et comment tu t'es remobilisé justement après? Avec la reprise des entraînements. À partir du moment où on a pu reprendre les entraînements, de nouveau, on a pu remettre des objectifs, des trucs. Ouais. Et voilà. Et c'est vrai que moi, je suis pas habitué à rester chez moi. Dans le sens où, quand même je suis chez moi, on fait beaucoup d'activités, on fait plein de choses. Et là, le fait de tout couper, plus de sport, Ouais. voilà, j'ai dû prendre 3-4 kilos. Enfin, tu Ouais. vois, enfin, tu t'empâtes, quoi. Ouais, forcément. Et depuis le commencement de ta carrière en escrime, est-ce que tu dirais que tu as rencontré des obstacles? Oui, bien sûr, on rencontre des obstacles. En fait, le milieu du sportif de haut niveau, pour moi qui ai fait les deux, à la fois le monde civil et le monde de sport de haut niveau, Ouais. c'est la même chose. C'est une entreprise en fait. Mhm. Et l'athlète que je suis n'est qu'un élément visible, parce que c'est moi qui suis là à te parler aujourd'hui, Ouais. mais en fait, il y a toute une entreprise derrière. Ouais. Une entreprise d'État, il y a l'Agence nationale du sport français qui est derrière moi, il y a la Fédération française handisport derrière moi, il y a l'INSEP, mon club, le staff, l'équipe de France, la commission. Et en fait, on se retrouve avec des N+1, N+2, N+3, comme dans n'importe quelle société. Ouais, ouais, Et tu rencontres, tu as tes collègues que tu ne choisis pas, qui sont des membres de l'équipe de France, forcément. avec qui tu as des amitiés, mais aussi avec qui tu as des inimitiés pour d'autres, Ouais. parce que c'est la vie. C'est le Voilà. rapport humain. Et ce qu'on apprend, et ce qu'on apprend aussi en société dite normale, je Mhm. n'aime pas trop ce terme, mais voilà, c'est qu'on fait avec ce qu'on a, on fait avec l'équipe qu'on a, on fait, voilà, et puis le projet, c'est le projet d'équipe, et quand il y a une personne qu'on n'apprécie pas forcément, mais quand on a eu un objectif commun, et on fait abstraction de certaines choses, on met de l'eau dans son vin pour d'autres, parfois on se dit les choses et parfois ça gueule, Mhm. et voilà, mais c'est la vie en fait. Exactement. C'est uniquement la vie qu'on retrouve dans les entreprises, dans la famille, où on peut être très proche de quelqu'un, mais aussi être très opposé. Et les repas de famille, tout le monde sait ça. Parfois, on se retrouve Bah oui, à avoir des tensions dans on une famille. s'engueule. Voilà, c'est la vie du sport de haut niveau et rien n'est lisse en tout cas. Comme dans la vie de tous les jours, rien n'est lisse. Et justement, est-ce qu'il y a des personnes qui ont inspiré ton parcours quand tu as commencé l'escrime? Alors déjà, j'ai commencé tard le haut niveau et donc j'ai jamais été porté par, je n'ai jamais été fan d'un Ouais, athlète. ouais. Par contre, j'ai toujours, et je me rappelle notamment Sydney, j'avais 12 ans et c'est les premiers jeux que je me rappelle Avoir regardé? avoir regardé. Et c'est surtout les jeux en plus à Sydney, donc qui étaient en décalage horaire énorme, Ouais. où je me rappelle en plein été, à 12 ans, à 5 heures du matin, à me mettre de l'eau sur les yeux pour rester réveillé. Ouais. Et voilà, et j'ai regardé les performances de Brahim Asloum, de Douillet, voilà, de tant d'autres sportifs, même en athlétisme à cette époque, ça gagnait beaucoup. Ouais. Voilà, ça a été des moments que je me rappelle, et cette vibration qu'ils m'ont donnée, voilà, a construit aussi mon image du sport et mon image du sportif. Et tu nous as parlé du maître d'armes de ton club actuel. Ouais. Est-ce qu'il a été un mentor pour toi? Euh, alors oui et non. Euh, non, parce que c'est pas un mentor dans le sens où, euh, comme on peut l'entendre de certains mentors qui ont appris toute la vie, qui ont une part importante là-dedans, puisque j'avais Ouais. déjà une construction de vie. Mhm. Et à l'inverse, oui, parce que je connaissais rien à l'escrime et que c'est lui qui m'a formé depuis mars 2016. Donc c'est une réponse. Voilà, ça a été mon entraîneur formateur. C'est plus ça en fait. Voilà, c'est mon entraîneur formateur et qui aujourd'hui est en équipe de France avec moi. Et justement, pareil, pour des para-athlètes qui commenceraient leur carrière, est-ce que tu as un conseil? Alors moi, je vais pas citer le nom, mais j'avais appelé un para-athlète en tennis
parce que j'avais eu ses coordonnées, parce que je travaillais dans les centres de rééducation, et je lui ai demandé un conseil. Ouais. Et j'avais été un peu déçu de sa réponse, parce qu'il m'a dit dis-toi qu'il faut travailler, 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 parce qu'il y a toujours d'autres qui travaillent plus que toi. Oui, voilà. J'avais Ouais. été un peu c'est pas faux, c'est pas Ouais. faux. Voilà. Mais tu t'attendais à autre chose. Ouais, je m'attendais à autre chose. Pour le coup, là, je vais donner un conseil. Le conseil, c'est de bien choisir pour les para-athlètes le sport en conséquence de la classification. Ok. Je m'explique. Dans le sport handi, dans le paralympisme, on a des classifications. Toutes les personnes en situation de handicap ne peuvent pas faire tel ou tel sport. Ok. Cette classification, on le retrouve dans les sports valides. On a au judo, il y a une classification. Ouais. Le poids. Teddy Riner, qui pèse plus de 100 kg, n'a pas le droit de concourir dans les moins de 80 kg. Ouais. On est d'accord. Mais il y a d'autres classifications comme ça qui ne sont pas officielles. Au basket. Au basket, aujourd'hui, à NBA, le meneur de jeu, il fait 2 mètres. S'il faisait 1m50, il ne serait pas en NBA. Forcément. Ça va être l'exception, ou alors ça va être l'exception tous les 30 ans Ouais. d'un mec d'1m65 qui va être incroyable avec une détente d'un mètre, etc. Mais sinon, dans la généralité, c'est ça. Quand on est jockey, moi je fais 2m2, j'ai fait de l'équitation, jockey dans les courses hippiques, à 2m2, on oublie. C'est compliqué. Ouais. Ben non, on oublie. La classification, c'est en dessous de temps. Ouais. Voilà. Et ben, en handisport, c'est une classification officielle avec des critères. Et si, par exemple, je suis amputé du bras à l'escrime, ben, je peux faire de l'escrime loisir. Je peux aller dans les clubs. Tous les clubs accueilleront cette personne. Mais par contre, si je veux être classifié en national ou classifié en international, ben, je ne pourrai pas l'être. Parce qu'il faut avoir au minimum une atteinte à une jambe. Ok. Et le haut du corps ne suffit pas pour être classifié. Voilà. Et en fait, il y a des critères de border. Et je pense que si on veut faire du haut niveau, Ouais. il faut être le meilleur possible dans cette classification-là. Et donc, le premier conseil que je donne, c'est renseignez-vous bien sur les classifications. Si vous voulez faire du haut niveau, si vous voulez faire du loisir, faites le sport qui vous fait plaisir, ça sera parfait. Il faut faire du sport, c'est l'essentiel. Mais si vous voulez faire du haut niveau, il ne faut pas c'est pas David contre Goliath. Il ne faut Ouais. pas se battre alors qu'il y a une différence de taille physique, d'impact physique énorme. Ouais. Parce que si dans ma classification, donc moi j'ai pas le contrôle du bassin, j'ai pas d'abdos en dessous le nombril. Ok. Si moi dans ma classification demain on dit qu'on accepte tous les paraplégiques et ceux qui ont le contrôle du bassin, ben, je serais forcé d'arrêter l'escrime. C'est comme si j'étais en NBA et que je mesure 1m60. Ok. Et ben, le déficit physique est trop important. Ouais. En plus de plein de choses. Hein. Oui. Mais le premier conseil, c'est ça. Ok. Donc là, on arrive au jeu à la maison. Je rappelle les dates. Donc pour les Jeux paralympiques, ils auront lieu du 28 août au 8 septembre. Et pour l'escrime fauteuil, ce sera au Grand Palais du 3 septembre au 7 septembre. C'est ça. C'est ça. On viendra t'encourager. Eh ben, j'espère bien, on aura besoin. Et du coup, tu disais qu'il y a une prépa spécifique pour les Jeux. Oui, alors comme tous les jeux, il y a une prépa spécifique puisque on a très peu de compétitions entre la fin de la qualification pour notre sport aux Jeux. Et donc on va avoir vraiment une grande planification. Ça nous arrive jamais d'avoir 3 mois pour préparer une compétition. Ok. Tous les mois et demi, on part en compétition internationale. Donc on n'a pas le temps de repréparer grand-chose. Hein. On entretient, on prépare un peu et puis on est déjà reparti. Ok. Là, on a 3 mois de préparation. 3 longs mois où on va être sollicité par beaucoup de choses, puisqu'en plus, c'est comme tu l'as dit, les jeux à la maison. Il faut à la fois y répondre, mais à la fois aussi freiner les choses pour pouvoir avoir le temps de s'entraîner, parce que l'objectif, c'est de faire une médaille. Donc, je ne peux pas passer ma journée en interview, alors que c'est très plaisant et que j'aime ça. Hein. Mais il faut aussi avoir son planning d'entraînement pour pouvoir performer après le jour J. D'ailleurs, la prépa a commencé quand? La prépa a commencé, alors j'avais la chance de savoir que mathématiquement j'étais qualifié depuis un petit moment. Donc j'ai commencé la prépa en avril. Ça se termine quand? Le 6 septembre, le jour de mes épreuves. Ok. Donc le lendemain. Alors le 6 en individuel et le 7 par équipe. Ok. Et, Moi ça se finit le 7 au soir. Et donc ta compétition, c'est sur une journée, c'est ce que tu me disais. Ma compétition, c'est une journée. Une compétition individuelle le 6, du matin jusqu'au soir pour aller en finale. Et le 7, c'est en par équipe. Le matin, on commence et le soir, on finit. Ok. Est-ce que tu as une journée type d'entraînement à nous donner? Oui, la journée type, elle est simple. Je vais avoir une leçon le matin, préparation physique l'après-midi et assaut le soir.
Asso, Ok. c'est donc en club avec différents partenaires d'entraînement. Ok. Voilà, puisque en escrime Andy, il y a comme chez les valides, l'épée, le fleuret et le sabre. D'accord. Et Moi, je suis à l'épée. toi, t'es à l'épée. Ok. En termes d'alimentation, est-ce que tu as une alimentation spécifique? Alors, on a une chance, c'est qu'on n'est pas non plus un critère de poids. On Ouais. a déjà un critère handicap, on n'a pas un critère de poids. Ouais, vous n'avez pas trop. Et donc, l'objectif, oui, c'est d'avoir une alimentation euh, équilibrée pour la pratique du sport. Ça ne veut pas dire pas beaucoup manger, au contraire, on mange beaucoup. Et moi, ce qui est difficile, c'est de manger beaucoup. Parce que quand il faut manger 300 grammes de pâtes alors que tu n'as pas faim, il faut Ouais, les manger quand même. faut se forcer. Voilà. Euh, et on évite on évite le sucré. L'objectif, c'est d'avoir un rapport poids-puissance le plus élevé possible. Ouais. En escrime et notamment à l'épée, j'ai pas besoin d'avoir des énormes muscles parce que on perd en rapidité Ouais. obligatoirement. Donc il faut jauger entre ça et un peu avoir, pour moi, je pense, le physique d'un grimpeur. Ok. Tu vois, pas être dans l'extrême du cyclisme où il faut 3% de graisse parce que mine de rien, il faut encaisser les impacts aussi parce que moins on a de chair sur les os, plus les impacts, on Sont les douloureux. ressent. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, mais c'est à mon sens. Après, il y a des physiques c'est vrai, complètement différents, que ce soit en valide ou en handi. On a des physiques tous un peu différents. Mais moi, je me sens bien quand j'ai un rapport poids-puissance élevé, donc c'est-à-dire un poids un peu plus faible. Là, il faut que je perde encore, pour être au jeu, je vais perdre un kilo, 1,5 kg. Ok. Ça va te prendre combien de Voilà. temps à peu près? Ah, ça va prendre les 3 mois Ok. parce que c'est une perte douce. Je Ouais. n'ai pas besoin de faire pour ceux qui connaissent les sports de combat, de cut, où je vais me sécher comme pas possible. Non, non, moi j'ai 1,5 kg, 2 kg max à perdre, Ouais. mais c'est un régime que j'ai entamé depuis un mois. Et voilà, et en fait on perd dans la douceur parce que on vient juste faire fondre cette La petite petite masse couche, graisseuse. ouais, Voilà, qui et reste. au contraire, en nourrissant les muscles, et si je prends un peu de muscle, c'est pas grave non plus. Donc Mhm. c'est pas la cherche, on n'est pas à la recherche du poids en fait. Ouais. On est vraiment à... Là, c'est plus l'efficacité. Ouais, c'est ça, ouais. Un Ouais. peu comme un grimpeur. Ok. Et du coup, comment toi et tes coéquipiers vous gérez les attentes là pour les Jeux à Paris? Les attentes dans les objectifs, tu veux dire? Dans les objectifs, dans les sollicitations, la euh, famille. Écoute, on a fait la planification. Encore Ouais. une fois, tout est cadré. J'ai un temps de vacances de 10 jours fin juillet jusqu'au 2 août. Jusqu'au 2 août, ouais. Voilà, ce qui permet de pouvoir partir en vacances, tout couper, les téléphones, voilà, je pars en famille Ouais. et on revient tout de suite après début août et là c'est reparti et là ça sera le cycle dit infernal jusqu'au jeu. Ouais. Euh, voilà, moi je marche très bien, je fais une sollicitation par semaine Ok. maximum, je ne réponds pas à plus Ouais. parce que voilà, ça prend du temps et c'est normal, mais derrière, moi mon objectif c'est pas d'être champion des interviews mais champion des jeux. Ouais. Et donc, pour ça, il faut s'entraîner. Je veux rien rater. Et, et comment, justement, parce que il faut dire qu'on a eu du mal, nous, à caler cette interview. Est-ce que tu as beaucoup de sollicitations? Alors oui, on a la chance, on a beaucoup de sollicitations. Les Jeux de Paris nous permettent d'avoir aussi cette visibilité et c'est important aussi qu'on réponde présent à cette visibilité. Ouais. Maintenant, c'est des sollicitations raisonnables. Par contre, j'ai des plannings d'entraînement qui changent Ouais. en fonction des besoins. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que parfois, les rendez-vous sont plus ou moins difficiles à obtenir parce que la priorité, ma priorité restera les entraînements. Est-ce que votre encadrement essaye de vous mettre à l'abri pour éviter d'avoir trop de pression, trop de... Alors, pas encore, mais effectivement, on va être mis sous cloche un peu avant les Jeux. À l'inverse d'aller au village olympique très tôt, on va être dans notre camp de base à l'INSEP, Ouais. un lieu qu'on connaît, un lieu qu'on pratique en stage, un lieu que moi je pratique toute l'année euh, en entraînement. Et donc, ça va être vraiment cette bulle-là qui va être importante. Aujourd'hui, elle n'est pas forcément nécessaire parce que, oui, on est sollicité par les médias, mais ça reste une douce pression. Ouais. Au mi-août, ça sera plus une douce pression. Et ce qui est normal, les Mm. événements approchent, les échéances, etc. Et quand les jeux vont s'ouvrir, ça sera encore plus une pression pesante. Ouais. Et donc, voilà, dans notre camp de base à l'INSEP, on sera en sécurité et protégé et on rentrera au jeu que le 2, je crois, hein, ou quelque chose comme ça. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton encadrement? Oui, on a un staff très complet. Ouais. On a 5 maîtres d'armes, donc entraîneurs. Ok. Euh, on a un préparateur physique, on a des kinés, on a
des préparateurs mentaux. Voilà, on est capé et paré pour être prêt pour les Jeux paralympiques. Et après le camp de base dont tu nous parles, vous vous installerez au village olympique ou Oui, oui. tu rentreras par exemple chez toi Non, 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 non. À partir du mi-août, je suis plus à la maison. Ouais, Et ce jusqu'au au 8 ou 9 septembre, je crois. ouais. Voilà. Donc, non, non, non. Une fois qu'on a fait le camp de base à l'INSEP, on reste dans les filières de sécurité des Jeux et on rentrera au village 1 ou 2 jours avant la compétition seulement. Et voilà. Ok. Parce que le village, c'est un milieu alors, que peu de gens connaissent, hein, seulement les athlètes Ouais, et certains staffs, mais il n'y a que des athlètes. ouais. On va être à peu près 8000. Euh, c'est des cantines énormes, c'est des sollicitations de dingue, c'est des pressions de fou parce que tous les soirs, il faut aller applaudir les médailles des copains, ce qui est normal. Ouais, Mais ça met la pression. On entend les médailles, on forcément. entend les médailles, on a aussi envie, nous, d'y être. Ouais, Et donc, c'est un plus de le faire en France parce qu'on peut faire un camp de base à l'extérieur. ok. C'est tes derniers jeux? Euh, je me pose pas vraiment la question. Le staff m'a déjà posé la question, eux. Ouais, Euh, je suis pas du genre à dire oui, c'est mes derniers jeux et à revenir. Je préfère dire voilà, je me pose des questions. On fera un bilan, il faut que je me fasse opérer du poignet. Voilà. Donc, j'espère pas. ouais. Aujourd'hui, j'ai pas envie que ce soit mes derniers jeux. Et tu penses à la retraite ou pas? Alors, oui et non, parce que je suis conscient et j'ai déjà vécu dans la vraie vie avant. Ouais, Et je suis conscient que ma carrière de haut niveau, elle est courte dans une vie de travail. Donc, je n'ai pas. Voilà, en tant qu'infirmier, coordinateur, j'aurai du travail partout où je veux. ouais. J'ai un CV qui, pour moi, est costaud et donc je me ferai plaisir à retravailler dans mon métier de cœur une fois que ma carrière de haut niveau sera finie. Ok. Et on va évoquer un peu la partie financière. Pour les Jeux Olympiques, vous avez, on va dire, des dépenses supplémentaires. Est-ce que ça vous coûte plus cher de participer aux Jeux ou pas? Alors oui, parce que ça nous coûte plus cher parce qu'on est obligé de faire toutes les compétitions du parcours de sélection. Ok, Donc on ne peut pas faire d'impasse. Par exemple, sur la dernière compétition à Sao Paulo, je l'aurais bien pas faite. ouais, Elle n'avait pas trop d'importance pour moi, mais j'avais pas le droit de faire d'impasse dessus. ok, Et c'est une compétition, on va à l'autre bout du monde, ça coûte cher. Voilà, donc ça aurait été effectivement un moyen de faire des économies. Donc c'est en ça que ça coûte plus cher. Voilà. Mais après une saison de sportif, si moi on prend mes cr- euh, ma saison sportive, elle coûte entre 20 et 30 000 euros par an. ok. Donc c'est un bon budget. Je suis pas encore au tarif des Formule 1, mais Ouais, ouais. c'est un bon budget. Et est-ce que tu as un sponsor pour t'aider à financer tout ça? Alors j'ai la chance d'avoir des sponsors. Alors en premier lieu, enfin en premier non, j'ai la FFH, la Fédération française handisport, l'ANS, j'ai l'armée de champions puisque je suis soutenu par le ministère de la Défense. Je suis C'est ça? recruté en tant que civil de la Défense, ce qui me permet en fait de dégager un salaire par l'armée et de pouvoir manger accessoirement, Tu es en contrat vivre. CIP avec Je suis l'armée? en contrat avec. Alors, ouais, c'est une sorte de CIP, mais vu que c'est un emploi uniquement pour ça, c'est pas vraiment une CIP, Ouais, mais oui, c'est ça. c'est à peu près ça, ouais. Ouais. Exactement. Et voilà. Et donc, heureusement que l'armée a créé ce secteur Dispositif? avec l'armée de champions qui permet à plus de 200 sportifs aujourd'hui, Ouais. valides ou handi, de pouvoir vivre de leur sport et de pouvoir après s'entraîner à fond pour pouvoir défendre nos couleurs et notre armée sur les compétitions internationales et Et, donc aux Jeux paralympiques. et à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais besoin d'un sponsor? Ah très vite, parce que quand j'arrive à me qualifier pour les compétitions internationales en 2018, quand on t'annonce ta première, elle est en Hongrie et qu'il faut payer le forfait de la compétition parce que tu peux pas prendre à part, Ouais. voilà, et que tu payes le forfait de la compétition et que c'est plus de 1 000 € la semaine pour le forfait de la compétition, plus le voyage, plus ceci, tu comprends que toi, en tant qu'infirmier coordinateur, tu vas pas te payer ta saison toute l'année tout seul, quoi. Et t'as cherché toi-même des sponsors ou tu t'es Alors fait aider? au début j'ai cherché des sponsors. Ouais, Donc c'était souvent des sponsors locaux, parce que quand tu n'as pas grand-chose à vendre, ouais, tu te fais accompagner par les gens que tu connais. exactement. Et maintenant, j'ai la chance d'être accompagné par AG2R La Mondiale, par Air Liquide, par Purel, par le département de Seine-et-Marne, par mon agglomération de communes. Voilà. Donc au final, j'ai des sponsors qui me Ouais, permettent de pouvoir
payer mon staff, payer mes compétitions, payer les voyages liés à ces compétitions-là, Ouais. les transports, etc. Voilà, donc, et puis, par exemple, je suis soutenu par le département qui est le département du 77 de Seine-et-Marne, qui m'ont fourni un véhicule pour pouvoir rallier les différents sites d'entraînement, parce que je L'entraînement, suis à ouais. peu près à 35 à 40 000 km par an. Ah ouais. Et bah ça, la voiture, l'entretien, c'est En un charge. budget énorme. Et j'ai la chance d'être soutenu pour ça. Et voilà, et ça me permet de pouvoir penser à m'entraîner, penser à la performance, sans penser à est-ce que je vais pouvoir emmener mon fils à l'école le lendemain et lui donner des pâtes. Ouais. Voilà, c'est aussi important que ça, comme tout le monde. Et comment tu maintiens la relation avec tes sponsors? C'est pareil, j'ai fait aussi le choix quand j'ai dit Purel, c'est solution hydroalcoolique, G2R la mondiale, c'est la mutuelle santé prévoyance, Air Liquide, c'est toute l'oxygénothérapie, notamment sur les hôpitaux. Ouais. Voilà, c'est des sponsors que j'ai aussi choisis. Ça a été un choix bipartite entre eux et moi, Ouais. parce que c'est aussi la représentation du parcours de travail et de vie que j'ai eu. Que tu as eu. Ouais. Voilà, et Ouais. j'ai la chance de pouvoir choisir ceux avec qui je voulais m'entourer et travailler voilà, pour les représenter, Ouais. mais à la fois aussi que eux me représentent à l'extérieur. Et est-ce que de leur côté, il y a beaucoup de sollicitations aussi? Alors oui, mais c'est pareil, il y a eu beaucoup de sollicitations depuis 1 an et demi, entre 1 an et demi et il y a 2 mois, voilà. Parce que là maintenant, la priorité, ça va être les jeux et c'est pour ça que on réduit aussi voilà, les diverses interventions que j'ai pu faire. Voilà, mais c'est aussi important, voilà, quand une entreprise te soutient, c'est aussi important de pouvoir aller rencontrer les salariés, surtout que j'ai la chance d'être soutenu par des grands groupes. Et donc, voilà, rencontrer les salariés, faire des vidéos pour expliquer aussi ton parcours et puis ce que tu vas faire. Et voilà, parce que tout ce soutien, c'est hyper important. Et donc, depuis le début de ta carrière, tu n'as pas dû faire des choix liés aux finances. Si, Euh, on fait toujours des choix. Comme je l'ai dit au début, quand tu arrives et que tu dis je veux aller aux Jeux paralympiques, il n'y a pas grand-chose derrière. Et donc c'est plus difficile de trouver des sponsors. Et donc tu ok, fais des choix. Je me suis retrouvé à aller à Pise pour une Coupe du Monde en voiture. ok. À faire 13 heures de route avant la compète, c'est pas le meilleur choix, hein. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, mais financièrement, c'était le meilleur choix parce que peu d'avions allaient à Pise à ce moment-là. Voilà, donc oui, tu fais des critères. Au début, tu as un staff réduit c'était juste mon entraîneur de club. Et puis après, quand tu trouves des sponsors, tu peux prendre un préparateur physique, un préparateur mental, etc. Et etc. ainsi de suite. Et donc oui, obligatoirement, tu fais des choix, mais comme tous les Français font des choix sur la priorisation au début en fonction de ton budget. Je peux pas vivre à déficit, donc Ouais, je peux pas dépenser plus que je n'ai. ouais. Donc quand je peux dépenser, donc je peux étoffer soit mon staff, soit un déplacement. Quand j'ai pas, on fait pas. Et est-ce que tu as l'impression que depuis que tu es dans le sport paralympique, il y a eu une évolution au niveau des pouvoirs publics et des aides qu'on a pu donner aux athlètes paralympiques? Alors oui, depuis l'annonce de Paris 2024, il y a eu une Ouais, vraie différence. ok, Donc ça fait 7-8 ans. Il y a une vraie différence parce qu'il y a une vraie mise à niveau ok. du paralympisme par rapport à l'olympisme. Il y a encore un peu de travail, mais on est sur la bonne route. Je ne suis pas du genre à jouer le défaitiste. Et voilà, Ça s'améliore. ça s'est vraiment amélioré, mais aussi c'est ma présence aujourd'hui qui le montre. Après, je pense que là où encore il y a des efforts, que ce soit en valide ou en handi, c'est à ce qu'il n'y ait pas la lumière braquée que sur 5, 6, 7, 8 sportifs qui vont tout faire, Ouais, mais bien sur une panel différente de sportifs, avec des sports complètement différents, médiatiques ou non, parce que je pense que, et notamment les Jeux olympiques et paralympiques le permettent, c'est un moment où justement les sports les moins visibles, ou les athlètes les, les plus discrets, doivent aussi pouvoir s'exprimer et partager ces moments-là avec tout le monde. est-ce que tu as été impliqué dans la mise en place des programmes liés aux sportifs paralympiques? Alors, oui et non. Oui, parce que dès qu'il y a une sollicitation de la part de l'ANS ou de la Fédé, j'y ai T'y vas? fait part, même de Paris 2024. Ouais, Voilà. Après, voilà, ça reprend ce que je disais juste avant. Il y a des athlètes qui ont été sollicités à chaque fois et d'autres moins. ok.
Tu veux Voilà. nous dire Non, non, mais c'est pas une dénonciation ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas l'objectif, mais les gens regarderont. Mais sur les campagnes publicitaires de Paris, par exemple, de Paris 2024, Ouais, ce sont toujours les mêmes sportifs. ok. Et c'est juste, pour le coup, Dommage. dommage sur quelque chose comme ça d'universalisant. Quand aujourd'hui, on va prendre l'exemple de Kylian Mbappé, même s'il n'a rien à voir dans la sauce, soit payé beaucoup plus que moi, je ne le discute même pas. Il amène beaucoup plus d'argent que ce que je n'amène. C'est un fait financier, on s'arrête là. Ouais. Par contre, dans la publicité de Paris 2024, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu des visages qui tournent pendant ces 4 dernières années. Différent, ouais. Ouais, parce que là, pour le coup, c'est pas une question, c'est une question de jeu paralympique ou olympique d'ailleurs. Ouais. Et que ce soit chez les Olympiques ou les Paralympiques, on a toujours vu les mêmes visages. Est-ce que pour toi, il y a des points forts dans la politique française au niveau des athlètes paralympiques? Alors, comme on en avait parlé, en étant civil de la défense, j'ai Droit de réserve? un droit de réserve obligatoire. Par contre, je vais parler de la politique générale. Oui. Et ça, il n'y a aucun souci, je peux parler. Donc, je ne fais absolument aucun point sur tel ou tel parti ou tel membre du gouvernement, de la région Île-de-France, de la mairie de Paris, etc. Ouais. En tout cas, dans la politique en général, il y a eu une vraie prise de conscience du sport olympique Ouais. et du sport paralympique grâce à Paris 2024. Un sujet qui n'était peut-être moins porté par les politiques il y a 8 ans qu'aujourd'hui. Et donc, c'est un plus. C'est un plus. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et notamment à la fois sur le sport professionnel, enfin de haut niveau, mais aussi sur le sport dit amateur. Amateur, ouais. Je pense que c'est essentiel que on prenne une direction plus engagée sur la pratique du sport à l'école, la pratique du sport en association. Ouais. J'aimerais un côté germano-anglo-saxon. Ok. Voilà, j'aimerais, moi qui ai été en Allemagne quelques fois, notamment pour les études, j'aimerais que les enfants, à 15h, l'école soit finie et que de 15 à 18, ils soient pris en charge par les établissements pour des activités physiques, culturelles, Ouais. comme ce qui est fait en Allemagne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musiciens, notamment en Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de sportifs, mais aussi beaucoup de musiciens. J'aimerais qu'il y ait des compétitions. Alors, il y a l'UNSS qui travaille beaucoup et qui font avec les moyens du bord, mais qu'il y ait des plans d'action sur certains sports, et pas forcément le foot, le basket, le handball, le rugby, mais sur certains sports, un plan d'action avec des compétitions nationales, même si c'est le foot et le handball, ça me va aussi, Ouais. mais qu'il y ait des plans d'action nationales avec des compétitions collège, lycée de haut niveau. Ça me plairait, Ouais. pour que ça tire aussi après le sportif amateur vers le sportif de haut niveau. Voilà. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et tant mieux. Et puis j'espère vraiment qu'on aura et qu'on continuera à avoir le soutien des politiques et aussi des programmes d'État comme l'ANS pour nous accompagner, pour celles et ceux qui continueront leur parcours de haut niveau pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2028 à Los Angeles. Et justement, si tu étais un décideur, quelle mesure tu mettrais en place en premier? Alors j'ai la chance, je ne suis pas décideur. Mais effectivement, la mesure que je prendrai en place, c'est peut-être le sport et les activités culturelles à l'école, comme je l'ai parlé, à la façon un peu germanique. Ok. Réduire ce temps d'école, peut-être même réduire les vacances, je ne sais pas. Et puis moi, je n'ai pas ce rôle-là. Mais je sais que j'ai passé 2 semaines en Allemagne dans le parcours d'un lycéen, parce que j'étais lycéen, on avait fait un échange, et j'ai suivi un jeune Allemand pendant 2 semaines. Et c'est vrai que c'était juste incroyable. Ouais. T'as préféré ce schéma-là de... Parce que j'aimais beaucoup faire de sport. Ouais. Et je trouve que, vu le niveau, parce que les Allemands sont loin d'être des personnes non enseignées, ouais, et non diplômées par rapport à nous. Et ils ont prouvé qu'ils ont le moyen de faire les deux en même temps, de faire une pratique de sport ou d'activité, parce que c'est pareil, je ne mets pas de côté et la musique et d'autres façons culturelles de développer son esprit et son corps. Et ils ont le moyen de... mon correspondant allemand, il jouait de la musique, il faisait du sport, du multisport, parce qu'il était à 2 à 3 sports par semaine différents, et il faisait 4 entraînements par semaine. Enfin, okay. Voilà. Ils sont très occupés.
Ouais, très occupé. Et puis, mine de rien, ça a un impact après sur la santé mentale, la santé physique, l'alimentation, parce que quand tu fais 5 séances par semaine de sport, bizarrement, tu peux aller manger au McDo, sans citer de marque. Tu peux aller manger au McDo et ça a beaucoup moins d'impact sur ton corps que si tu es sédentaire et que tu restes à la maison. Voilà. Donc, je pense que c'est un moyen de pouvoir tout jauger en même temps. Et puis, ça crée des compétitions aussi de très bon niveau au collège, au lycée et pourquoi pas même en primaire. Ouais, ok. Et comment tu vois l'avenir des athlètes en e-sport? Ah, c'est une grande question. Comment on voit l'avenir des athlètes? Quand on voit le monde, comment il bouge, Ouais, quand on voit les difficultés économiques, quand on voit la vie, parce que comme tout le monde, je fais mes courses. Pour le coup, là, je suis pas Kylian Mbappé. Hein, je sors de chez moi, les gens me tu vas au reconnaissent pas, donc supermarché. tant mieux. Et je vais au supermarché comme tout le monde, et je fais mes courses, et je pars en voyage, et voilà. Je voyage aussi dans beaucoup de pays. Là, j'étais au Brésil, à Sao Paulo, Ouais, où les différences sociales sont incroyables entre ceux qui n'ont pas de toit dans les favelas et ceux qui se promènent en hélicoptère parce qu'ils ont des revenus très importants. ouais. Voilà, donc quand on voit toutes ces difficultés, les guerres et tout, on se demande où est la place du sport de haut niveau au milieu de tout ça. Voilà, c'est important de se poser des questions aussi. Et donc, voilà, quand on voit comment les Jeux sont accueillis à Tokyo et comment on essaye de montrer que les Jeux de Paris vont pas être bien, alors que je suis comme tous les Jeux se sont bien passés, il n'y a pas de raison que chez nous ça se passe pas bien. Ouais. Voilà, on verra l'avenir, mais le plus important, ça sera aussi que les gens puissent se nourrir. Est-ce que tu commences à rencontrer des jeunes para-athlètes en escrime? Ah, depuis longtemps, ça. Ouais, Depuis longtemps, ça a été aussi une part importante de. J'ai toujours essayé de redonner ce qu'on m'avait donné, donc je fais des sensibilisations dans les centres de rééducation, toujours. ouais. Je vais dans les écoles. Voilà. C'est ce que j'ai vu, ouais. Il y Oui, a des l'objectif, c'est initiations dans les écoles. oui, de l'initiation, du partage d'expérience aussi, que ce soit sur le handicap ou le sport de haut niveau. Et surtout, j'encourage tous les jeunes à pratiquer du sport, quel qu'il soit. Ouais. Que ce soit. Mais de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Voilà. Et, et, et Éviter les pour, écrans. et pour les écoles, qui est à l'initiative de ça? Alors ça dépend, parfois mon département de Seine-et-Marne, parfois Ouais, les écoles eux-mêmes ok. Qui vous qui me sollicite? sollicitent. Et, voilà. Et puis je suis dans un très beau département aussi où tout le monde collabore. Et donc Ouais, c'est vrai qu'à partir du moment où ça se passe bien dans une école, les autres écoles, les directrices sont souvent en relation et voilà, et ça permet de pouvoir diffuser, diffuser ça. Et je pense que c'est important. C'est important aussi de redonner un peu de temps. Et alors ça, je l'ai fait plus à- il y a 8 mois, il y a 2-3 ans, ouais. parce que j'avais un peu plus de temps. Là, maintenant, c'est plus compliqué. J'ai tout arrêté dans les écoles parce que je ne peux plus prendre le temps parce qu'il y a les jeux qui Pour le arrivent. faire, ouais, ouais. Mais c'est important pour moi de redonner un petit peu ce qu'on m'a donné aussi. Et vous êtes bien accueillis dans les écoles? Les enfants apprécient ce genre Oui, en plus, d'activité? les maîtresses et professeurs, maîtresses et professeurs en parlent avant notre arrivée souvent. Donc, Ouais, il y a un vrai questionnement qui se fait auprès des enfants. Et puis, parler de sport, je crois que c'est un peu universel quand même. ouais, Voilà. Et puis, en plus, quand ils essayent, voilà, ils découvrent tous que peu importe le sport, au final, on s'amuse. ouais. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Oui, mes projets, c'est les Jeux paralympiques de Paris. Non, je t'avouerai que comme pour Tokyo, ma vie s'arrête le 7 septembre 2024. Ok. Voilà, j'ai pas grand-chose derrière. Enfin, parce que je sais qu'il y aura plein de choses, Qui vont arriver après? mais ça viendra. Et tu penses pas Là, pour encore? l'instant, j'ai le 7 septembre. Dès que quelqu'un me dit après le 7 septembre, on peut faire ça, oui, je note. Je sais pas, on On verra. verra. Ouais, Je on verra. note, mais je sais pas ce qui se passera après. Voilà. La vie me surprendra et m'a toujours surpris. Donc, après les Jeux de Paris, on fera un petit temps de pause. Ça, je sais que je vais couper. Ouais, Vraiment couper, parce que ça fait 3 ans là qu'on n'a pas du tout coupé. t'as la Et tête avant dans le les Jeux de guidon? Tokyo, donc ça fait plus de 3 ans. Mais après les Jeux de Tokyo, on n'a pas pu couper à cause du décalage de 2021. Donc on n'avait pas d'année Ouais, sabbatique, je mets des entre guillemets, guillemets. ouais. Là, je couperai au moins 6 mois. Ok. Et donc pour conclure, pour revenir à ta citation, comment tu voudrais être perçu après ta carrière? Comment tu voudrais qu'on parle de toi? Comme quelqu'un qui a travaillé beaucoup, qui s'est beaucoup remis en question pour essayer d'être le plus performant possible Ok. et qui a pas mal accompagné aussi toute cette jeune génération. Parce que c'est aussi, voilà, c'est pas un côté sauveur ou quoi que ce soit, mais c'est juste de pouvoir transmettre les messages de sport et d'introduction au handicap. Parce Ok. que on va tous vieillir Ouais. et on va tous rentrer dans la dépendance, quoi qu'on veuille. Et
Donc on est confronté, grands-parents, arrière-grands-parents, parents, avec une situation de handicap qui va arriver, qui va se développer. Et voilà, Euh, pour le coup, juste que les jeunes générations comprennent que ben, voilà, c'est un milieu qui est encore lointain pour eux, mais pas si, parce que pas tant que ça, parce que bah, y a de la famille qui peut rentrer dans le handicap, il peut avoir des accidents de la vie. Voilà. Ok. Eh ben, on se quitte sur ces mots. Merci, Merci, Johan Peter. avec grand plaisir. On te souhaite le meilleur pour les Jeux paralympiques. C'est gentil. On sera présente. J'espère. On te suivra. Et à bientôt pour le prochain épisode. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur cet épisode. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et faites du sport.